Bienvenue dans Pause Marketing et Développement spécial été. Aujourd'hui, je reçois Laingo qui était destinée à créer sa boîte. Ça fait 20 ans que dans les bilans de compétences, on lui dit qu'elle est faite pour être chef d'entreprise. C'est une personne hyper organisée et qui arrive à tout gérer. Aujourd'hui, elle arrive à s'organiser entre son désir d'aider les autres à trouver l'emploi de leurs rêves et sa maladie. Mais elle a un super sourire, une super organisation et un super peps. Je vous laisse la découvrir dans cette interview. À tout de suite. Bonjour Laingo. Donc toi, tu as développé une aide pour que les gens arrivent à trouver du travail, le travail qui leur convient. Exactement. Bonjour Anne, merci de me recevoir aujourd'hui. Effectivement, j'ai créé une marque qui s'appelle monprochainemploi.com et le but, c'est d'aider des femmes cadres à décrocher leur prochain emploi pour qu'elles puissent vraiment arriver à un entretien à l'aise, en confiance et convaincre pour pouvoir signer un nouveau job. Voilà. Donc, tu les aides, donc qu'elles soient en poste ou au chômage, tu vas les accompagner pendant quelques temps pour vraiment être super à l'aise et savoir comment on fait. Combien de temps ça prend à peu près pour trouver un bon job? Alors, en fait, il n'y a pas forcément de délai. Ce qu'il faut, c'est de se préparer et vraiment prendre le temps d'être prête, de se sentir prête pour ça. Effectivement, comme tu l'as dit, les personnes peuvent être encore en poste, donc elles vont faire en parallèle cette recherche, ou déjà en période d'inactivité, on va dire, et du coup, elles peuvent passer un peu plus de temps dessus. Ça peut prendre quelques semaines, comme ça peut prendre quelques mois. Ce qu'il faut retenir, c'est que le parallèle de timing entre nous cherchons du travail et l'employeur qui prend des décisions est toujours décalé. Oui. Dans une entreprise, quand ils veulent prendre une décision, ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre 3 mois. Et nous, on attend pendant 3 mois et on se dit, mais quand est-ce que ça va arriver? Voilà. Il faut pas se fier sur... Un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, suivant le poste qu'on vise, ça peut nous paraître une éternité, en fait. Nous, en tant que demandeurs d'emploi. Exactement, ça peut effectivement, comme tu dis, prendre une éternité. Et pourtant, du côté entreprise, finalement, 3 mois, c'est rien par rapport à l'activité. Ça fait des années qu'ils existent et que ça fait partie de la routine. C'est leur process à eux. Donc, il faut se préparer et ne pas se fier à juste une possibilité, mais essayer d'en avoir plusieurs et avoir un problème de riche qui est, j'ai trop de propositions, qu'est-ce que je fais? Lequel je choisis? Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à à lancer ton entreprise? Alors, moi, j'ai eu la chance de faire un bilan de compétences en 2003. Oui. Donc, il y a déjà un petit moment. Et, voilà. Et la conseillère m'a dit, mais mesdames, vous pouvez être dirigeante d'entreprise. Et moi, je la regarde, je fais, non, je ne veux pas. Je ne sens pas du tout pour faire ça. Ça faisait 5 ans que je travaillais, j'avais appris des choses, je m'étais vraiment battue pour pouvoir apprendre, etc. Mais je ne me sentais pas pouvoir demain diriger une entreprise, faire du chiffre d'affaires, gérer des employés, etc. Et puis, j'ai continué à être dans le salariat. J'ai eu des opportunités, j'ai continué. Et puis, 2010, je fais un deuxième bilan de compétences. Ah oui. Pareil, on fait le point, etc. Tu fais un bilan de compétences parce que tu n'étais pas non plus satisfaite de ton salariat. Non, c'est ça. Je n'étais pas satisfaite de mon salariat. J'étais en train de chercher un nouveau travail alors que j'étais encore en poste. Ça se passait pas bien là où j'étais. Et encore une fois, la conseillère me dit, c'était pas la même. Hein. Vous allez entreprendre. Non. Vous avez la fibre de l'entrepreneur. Exactement. Donc, comme elle m'expliquait, tu sais, tu fais plein de tests différents. Et dans ces tests-là, ce qui ressort, c'est qu'il y a un certain nombre de verbes d'action qui correspondent à la fonction de direction auquel je coche les cases. D'accord. Mais moi, ça ne me suffisait pas pour me dire que j'étais capable d'y aller. Il faut passer le pas. C'est ça. Il faut accepter dans sa tête qu'on va passer de l'autre côté, faire des choses différentes. À l'époque, qu'est-ce qui te bloquait sur le fait de passer de salarié à patron? T'avais l'impression qu'il y avait quoi? C'était quoi tes idées à l'époque? Moi, je me disais, mais commercial, faire du chiffre d'affaires, mais jamais je vais y arriver. C'est le commercial. Côté commercial,
Côté regarder un bilan et côté faire en sorte que ça rentre, ça t'a... Alors, ça, je me suis dit, je vais pouvoir apprendre. Mais le côté, je vais chez un prospect et j'arrive à le faire signer un contrat, je repars avec un contrat que je vais pouvoir exécuter. Ça, c'était un truc qui me bloquait. Je me disais, mais non, j'y arriverai pas. Et puis, en fait, la conseillère, donc la deuxième, me dit, mais si, vous allez y arriver. Et quand 2 ans après, je me posais encore des questions, que je retourne la voir de mon propre chef, là, elle me dit, mais si, là, vous allez retourner. Non, il serait peut-être temps d'y aller maintenant. Exactement. Et puis finalement, il s'est passé pas mal d'autres choses dans ma vie. Et je quitte l'emploi dans lequel j'étais de responsable de communication. Je me dis, OK, je vais entreprendre. Mais je vais entreprendre dans la couture. Je suis responsable de communication, faire totalement autre chose. Bah pourquoi pas? Il faut tester. Hein. Ça te plaisait la couture quand même? Exactement, c'est quelque chose que j'aimais déjà beaucoup. Et puis, j'avais réfléchi à potentiellement avoir un atelier boutique. Et puis, je me dis, bon, voilà, je vais suivre une formation dans une école de mode à Paris. Et puis après, je vais lancer, sans être derrière la machine, mais être vraiment dans la posture de dirigeante. Et voilà, embaucher du monde, avoir un magasin, embaucher du monde. Voilà, l'idée, c'est effectivement de produire des vêtements, des accessoires, donc moi je peux imaginer, et puis après les faire produire dans un atelier, puis le vendre en ligne ou pas, etc. Pas d'idée vraiment précise, mais l'idée c'était vraiment être dans la posture de direction, et puis d'avoir des gens qui exécutent un certain nombre de tâches pour mon compte. Je fais cette formation pendant 1 an. Malheureusement, mes plans ont été modifiés parce que j'étais en colocation avec une amie qui est morte dans un accident. Aïe. Et du coup, ça a un peu changé les plans parce que tout l'argent que je m'étais prévu de mettre de côté pour mon projet, il a fallu que je le mette dans un toit et les factures parce qu'une fois qu'elle était morte, eh bien, il a fallu que je déménage et que je prenne des frais en plus que je n'avais pas prévu, que ce n'était en colocation. Et puis, j'ai essayé, j'y arrivais pas. Je savais pas comment m'y prendre. Bon, ça s'est pas fait. J'ai redéménagé encore. T'étais peut-être pas très alignée avec... En fait, tu voulais être patron, mais tu ne savais pas encore comment faire, tu savais pas comment te dépatouiller de ça, quoi. Je veux créer quelque chose, mais par où je commence? C'est ça, exactement. J'avais été voir des structures qui pouvaient aider les entrepreneurs à faire ça, mais j'arrivais pas à mettre les choses en place, en fait. Donc, compte de résultats, etc. Comme tu dis, la partie comptable m'a expliqué les choses, mais concrètement, je commence par où? Je ne sais pas. Ouais. Et puis, j'ai réessayé d'autres choses, ça n'a pas marché. J'avais des opportunités qui se sont pas signées, toujours dans la couture. Et puis après, je suis venue à Nancy. Donc ça, c'était en 2016. J'ai trouvé tout de suite, assez rapidement, un travail de communication. Donc, j'ai repris mon métier précédent. Mmh. Et puis, quand le contrat s'est arrêté, je dis, bon, là, je me prépare, je me remets en route pour à nouveau entreprendre. Je suis enfin prête. Peut-être que tu avais besoin d'être prête aussi au fond de toi à entreprendre. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est, voilà. Je pense que j'avais besoin d'apprendre plein de choses et comme je suis responsable de communication, je sais que j'allais voir très souvent mes collègues pour leur demander c'est quoi leur métier, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Donc là, je me sentais un peu plus armée qu'en 2003 pour pouvoir entreprendre. On est déjà quand même quasiment 15 ans plus tard, mais bon, voilà. Et oui, mais des fois, on a besoin de temps. On ne sait pas pourquoi les choses ne se font pas quand on le voudrait, mais c'est parce que tu avais besoin d'assimiler différentes choses. Exactement. Donc on est en 2017. Je me dis, qu'est-ce que je sais vraiment faire dans lequel je suis experte? Donc, la communication à l'événementiel, c'était mon métier depuis plusieurs années. Donc, ça, il n'y avait pas de problème. Je pouvais vendre des prestations là-dedans. La couture, j'ai fait une formation d'1 an en plus de tout ce que je faisais à côté. Je sais faire. Et puis, chercher du boulot, je sais faire parce que chaque fois, j'ai cherché avec des moyens différents. J'ai expérimenté pas mal de choses. Et là, je savais que je pouvais aussi faire. Donc, j'ai créé une marque pour chaque quasiment. Ah oui, tant qu'à faire, tu t'es lancé dans les 3 à la fois. Allez, soyons généreux. Exactement. Et on m'a dit, non, mais ça fait trop d'un coup. Ça fait énorme, Je ne sais pas ce qui va marcher. Alors, je teste. Et dans cette période de test, donc c'est la communication à l'événementiel qui a marché. J'ai eu un premier client avec lequel ça ne s'est pas bien passé parce qu'on était en désaccord sur des façons de voir les choses dans le rapport avec le client. Et notamment parce que moi, je n'étais pas prête à dire à mon client, je sais tout faire, vous pouvez tout me demander. Ouais. Moi, tu voulais rester... non. Non, ouais.
Tu voulais rester dans ta zone pour l'instant et ne pas lui proposer des choses que tu ne connaissais pas ou tu ne maîtrisais pas. C'est ça. Ou en tout cas, je n'ai pas de contact à conseiller à mon client. Donc voilà, si par exemple, aujourd'hui, toi, tu fais plutôt du graphisme, si par exemple, j'ai besoin que quelqu'un dessine quelque chose pour un client, je peux te dire, voilà, moi, je ne sais pas faire. Par contre, Anne, elle peut le faire. Je peux travailler avec elle pour produire quelque chose. Donc, voilà. Ce premier client, ça ne s'est pas bien passé. J'en ai trouvé un deuxième. Et puis, il a fini par me salarier. Donc, j'ai rebasculé dans le salariat. Tu t'es dit, non, c'est bon, j'ai trop de boulot en tant qu'entrepreneur, je vais redevenir salarié. Non, c'était l'opportunité, en fait, qui fait que c'était comme ça. Moi, voilà, c'était une toute petite structure et j'avais dit à la personne, si pour toi, c'est plus facile d'avoir une sortie régulière en termes de frais, donc je suis toujours dans la posture d'entrepreneur en disant, voilà, comment est-ce que c'est le plus facile pour lui et qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Donc, on est parti sur un CDD avec un nombre d'heures défini à l'avance. Donc, lui savait les charges qu'il avait et moi, je savais que voilà, je m'investissais. Et tu avais le travail final à réaliser en X temps, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, tu es rentré dans la société pour accomplir un objectif de communication. Exactement. Donc, l'idée, c'était de me demander de réfléchir sur des projets en termes d'événements, tout ce qu'il fallait mettre en place, comment on pouvait construire tout ça. Donc, c'était sur un temps donné. Et puis après, si potentiellement on les lançait vraiment, ça pouvait durer un peu plus longtemps. Donc, un certain nombre de choses fait que dans une vie d'entreprise, comme partout, parfois on ne peut pas le faire au moment où on a envie. Donc, ces projets ne se sont pas mis en place. Ils sont bien réfléchis, ils sont carrés et tout, mais ça ne s'est pas fait. Et dans la foulée, j'ai trouvé une opportunité pour travailler dans une association. Et du coup, j'ai pris aussi donc le CDD qui suivait. Mais pour être honnête, la mission était bien parce qu'on était à défendre le champ du handicap, développement durable, achat durable, etc. Mais moi, je pense que j'étais pas vraiment à ma place. Je ne m'y trouvais pas, en tout cas. Par rapport aux valeurs ou par rapport au message ou l'ensemble de l'entreprise ou de l'association qui... Je n'amenais pas de valeur ajoutée en plus. Mon expérience n'était pas forcément un plus par rapport à ça. Et puis, j'avais pas mal de déplacements professionnels. Et voilà, du temps que je passais à travailler, je trouvais que voilà, c'était pas suffisamment challengeant aussi, je pense, pour moi. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais pas l'impression que je donnais autant que ce que je faisais dans les autres entreprises dans lesquelles j'ai été. D'accord, oui, c'était un boulot de routine, en fait. J'étais trop décalée par rapport à ma façon de faire et ma vision des choses. Et du coup, c'était pas forcément quelque chose dans lequel j'avais envie de m'investir longtemps. Bon, du coup, le salariat, tu l'as mis de côté, non? Exactement. Voilà. On arrive sur la fin du CDD. J'aurais pu avoir un CDI, mais je me suis dit non, mais en fait, entreprendre, si, c'est toujours là dans la tête. Donc, on en est à combien de temps là depuis ton premier bilan? Donc, voilà. Ça commence à dater un peu. C'est rentré dans ta tête. Maintenant, tu es patron, quoi tu es. Alors, même patron, c'est un grand terme, mais dans ta tête, tu es entrepreneur et tu veux lancer ta propre société. Ça y est, c'est aligné. Ça. Et en fait, ce que j'ai compris pendant tous ces essais, en fait, on peut appeler des échecs ou pas, mais moi j'aime bien des rebondissements. Exactement. C'est que on peut passer de salarié à entrepreneur, peu importe la raison, c'est une histoire de statut juridique, mais au final, quand on s'investit dans un travail, que ce soit salarié ou entrepreneur, c'est la même chose en fait. Donc, à un moment donné, on peut être entrepreneur, à un autre, on peut être salarié, ça change pas beaucoup. Donc, sur cette mission-là dans l'association, je décide de ne pas prendre le CDI parce que je me dis, j'ai envie d'entreprendre. Mais vraiment là, j'ai envie d'être à fond dedans et puis de ne pas avoir de regrets, de me dire, t'as essayé, puis finalement, ça n'a pas marché. Parce que tu avais des regrets par rapport à la première fois où tu as essayé de lancer tes 3 sociétés à la fois? En fait, c'est pas des regrets, mais je me suis dit, mais j'avais pas assez de choses pour pouvoir vraiment être à fond dans ce que je devais faire. Les réseaux sociaux, il y avait plein de choses que je comprenais pas. Parce que j'ai travaillé dans des entreprises allemandes et je n'avais pas moi en charge la partie réseaux sociaux parce qu'ils étaient gérés par le quartier général en Allemagne. Voilà, oui. Et du coup, j'essayais de suivre à côté, je lisais des articles, j'ai testé des choses. J'ai appris forcément, mais c'est pas suffisant. Et donc, du coup, il y a des choses qui me manquaient, donc je savais qu'il fallait que j'apprenne. Et là, en 2019, je me dis, voilà, je vais aller à fond et tout. Donc, voilà. C'est mon année.
C'est ça. Je me prends, je trouve, je fais la connaissance d'une coach qui m'est recommandée via une association et tout. Et dis-moi, allez, je mets les sous, j'y vais, je me lance. Donc, je prépare le truc, elle nous déroule un certain nombre de choses à préparer, je le fais, je commence à avoir des contacts. Donc là, je suis sur de l'événementiel. J'ai une marque qui s'appelle Les Jolies Folies. Donc, architecte de vos événements, donc enfin, construit Voilà. avec une idée, etc., pour faire du storytelling derrière. Enfin, je prépare un tas de choses. Et puis, comme je dis toujours, moi, j'ai besoin d'avoir des clients qui puissent dépenser 50 000 euros. Parce que sur un événement, dès que tu as 50 personnes, 3 jours, repas, hébergement, ça fait tout de suite une somme. Donc, je sais que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Mais tu cherches ce qu'on appelle du high ticket. Voilà, mais au moins, tu sais ce que tu cherches et tu sais ce que tu ne veux pas. C'est ça. Comme ça, tu n'acceptes pas les clients qui vont te faire passer beaucoup de temps pour peu de revenus. Exactement. Et comme j'ai envie d'être efficace, donc je me lance là-dedans. Je commence à avoir quelques contacts de gens potentiellement intéressés, mais bon, peut-être pas tout de suite. C'est pas grave. Bon, voilà, je continue. Je me suis confrontée donc à deux choses. La première, c'est que j'attirais beaucoup de prestataires vers moi qui pouvaient intervenir sur des événements, qui eux me disaient « Tu pourrais nous mettre dans ton devis pour ton client ?» Ouais. Oui, mais non. Je le disais pas comme ça, mais j'écoutais parce que ça pouvait être intéressant, mais pas forcément. En fait, ils attendaient que tu sois leur commercial. Exactement, et c'était pas le cas. On pouvait très bien faire ça. On pourrait dire un rapporteur d'affaires, en fait. Voilà, c'est pas toi ce que tu voulais. Et surtout au début, tu nous as dit le commercial, moi. Exactement. Donc c'est pas ce que je voulais faire. Je peux très bien parler de ce que font les activités des autres et peut-être être apporteur d'affaires, mais c'était pas ce qu'ils voulaient. En fait, ils voulaient juste que je mette dans le devis une ligne de budget pour eux, quoi. Et moi, c'était pas ça que je voulais. Puis deuxièmement, on arrive en mars 2020 et on a la pandémie. Côté événementiel, il y a eu un gros événement, mais c'était pas bon pour toi. Alors, au début, je suivais ce que disent les syndicats professionnels dans l'événementiel, leurs discussions avec le gouvernement, etc. Puis, je voulais pas abandonner le truc. Je me dis non, mais moi, les événements, les rencontres en physique, franchement, je le veux, quoi. C'est ma raison de. On a confiné, on a tout arrêté. On a confiné première fois, puis après, ça s'est plein de questions qui restaient en suspens. Ouais. À quel moment, du coup, tu t'es dit je vais switcher parce que c'est là pour l'année 2020 c'est mort et tu sais pas comment va être l'événementiel dans le futur. Alors j'ai switché, on est genre en mai juin. T'as compris 2020. Que l'été serait. Ouais. Quand j'ai vu que même des événements moins de 1000 personnes n'allaient pas pouvoir se faire et encore moins que ce que disaient les syndicats professionnels, soit ils disaient rien, soit des choses qui n'étaient pas forcément très positives. Et puis, toutes les annonces d'annulation qui arrivaient, tous les grands festivals de l'été en France. Donc, je me disais, si ceux-là, qui sont très gros, ne peuvent pas le faire, une entreprise qui a 100 personnes, 100 collaborateurs ne fera pas de réunion, donc moi, je n'aurai pas de clients derrière. Voilà, ouais. Donc, j'ai dit, bon, là, c'est pas possible, je suis obligée de mettre en veille cette activité, donc je laisse les Jolies Folies de côté. Bon, tu dis en veille. Ça veut dire que peut-être qu'un jour. Oui. Ouais, ça te trotte encore dans la tête. Oui, ça me trotte encore dans la tête parce que je sais très bien ce que je veux, donc voilà, là, je le garde en tête. Ok. Donc, on arrive là en juin 2020 et là, je me dis, si l'événementiel reprend pas à la rentrée, quoi que je fasse, j'aurai plus de travail. Ouais. Et ma période de chômage, elle va se réduire petit à petit. Donc, c'était bien d'en profiter, mais ce serait bien d'en profiter, de relancer quelque chose avant que ça se termine. Exactement. Et du coup, là, je me dis, bon, faisons un grand coup, on retourne au salariat, posons un truc rapide et clair, même si c'est un CDD d'1 an. Et moi, je suis pour le contrat de professionnalisation post-30 ans. Parce que, 1, on est salarié, 2, on est formé, et en plus, on a le chômage si jamais on n'est pas retenu dans l'entreprise. Alors, rappelle ce que c'est que le contrat de professionnalisation. Alors, le contrat de professionnalisation rentre dans tout ce qui est alternance. Donc, le plus souvent connu, c'est l'apprentissage. Voilà. Donc, pour les jeunes de moins de 18 ans, moins de 30 ans. Donc, voilà. on a l'alternance, une partie école et une partie dans une entreprise. Voilà. Pour faire des missions comme si on était salarié. Voilà. Et quand on a plus de 30 ans,
Et quand on a plus de 30 ans, on peut quand même le faire. C'est ça qui est bien. Alors, c'est plus difficile de trouver une entreprise qui nous prenne parce que ça coûte plus cher. Ouais. Mais on vient aussi avec une expérience qu'on a déjà acquise dans d'autres entreprises. Donc, que les étudiants n'ont pas forcément... voilà, ouais. Les étudiants, il faut les former à partir de zéro, alors que là, tu as déjà un background derrière, quelque chose qui va te permettre d'être rapidement opérationnel. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, moi, je suis quand même autonome, ça fait longtemps que je travaille, je vais apprendre des choses dans le cadre de la partie théorique, mais très rapidement, je vais pouvoir être opérationnelle. Donc, je suis rentrée dans une formation comme ça en octobre 2020. Et donc, je me retrouve avec des gens beaucoup plus jeunes que moi. Tu rajeunis, c'est bien. J'ai 49 ans et j'ai une moyenne de entre 20 et 23 ans de camarades de classe. Donc, voilà. Bon. En plus, avec l'année chaotique, tu les as pas forcément vus, ça s'est passé à distance, ça s'est... Alors, au début, on était en cours physique et puis après, effectivement, c'était à distance. Donc, il y en a plusieurs qui me reconnaîtraient parce que je participe beaucoup pendant les cours, mais il y en a beaucoup que moi, je ne pourrais pas reconnaître parce qu'on les a vus que très peu, en fait. Oui, donc, et par caméra unique, quoi, ou par caméra ou très peu en physique, voilà. Très peu en physique. Et donc, je démarre cette formation-là en octobre 2020. Je suis engagée dans une entreprise ici à Nancy et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien en termes de mode de fonctionnement. Moi, j'ai eu l'habitude de travailler d'une certaine façon avec les dirigeants, donc très proches, beaucoup d'informels, etc. Et là, je n'arrivais pas à trouver ça. Et puis, il y avait, je pense, une mauvaise définition de la mission dès le départ, en tout cas de la façon dont moi je le voyais et de la façon dont l'entreprise... Il y avait une mauvaise communication au départ qui faisait que tu t'attendais à quelque chose que tu n'as pas retrouvé, en fait. C'est ça. Et du coup, je me suis retrouvée à un moment donné à ne plus pouvoir continuer comme moi je voyais les choses, c'est-à-dire continuer à apprendre et à mettre en application ce que je voyais en cours. Et puis, ce qu'on voyait en cours, c'était pas exactement forcément ce qu'on faisait aussi. C'est là, mais en cours, en général, c'est théorique et normalement, tu es censé passer à la pratique quand tu es en entreprise. Exactement. Mais toutes les entreprises ne l'ont pas compris. Pour avoir suivi plusieurs années des alternants, c'est, voilà, l'alternance, c'est le bouche-trou. Parfois, ce que tu as besoin, ça va se retrouver à la fin de l'année scolaire. Ouais. Et entre-temps, l'alternant il est déjà là, donc il va faire des choses qui ne correspondent pas tout à fait. Donc, la formation, elle est ce qu'elle est. Par contre, effectivement, il y a une question de timing et si ça, l'entreprise ne le comprend pas, forcément, ça ne matche pas bien. En fait. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as arrêté ta formation ? Du coup, j'ai arrêté. Ouais. À un moment donné, j'ai mis les points sur les i en disant, écoutez, là, ça fait plusieurs fois qu'on fait des reproches, je pense qu'il y a un problème. Comme c'était pas la première fois que j'étais sur le point de quitter l'entreprise, je n'avais pas peur. Moi, c'est une question d'habitude après de quitter une entreprise. Non, mais me dire tu vas te retrouver au chômage et avoir moins d'argent, c'est pas quelque chose qui va me faire peur. Je l'ai déjà fait, c'est dur. Soyons honnêtes, c'est pas un truc, voilà, tu te retrouves avec quasiment 40% de ressources en moins, on fait pas la fête, hein. Ouais. Mais en même temps, on pouvait pas faire la fête. En même temps, on est tous cloîtrés chez nous, on pouvait pas faire la fête, donc. Mais voilà, moi, c'est pas un truc qui me fait peur. Ça a été le cas la première fois, mais après, je me suis dit, mais en fait, je suis capable de me débrouiller, je trouverai des solutions, mais je préfère être en accord avec moi. Ouais. Et ne pas rester dans l'entreprise. Donc, du coup, on a fait une rupture conventionnelle par rapport au CDD. Donc, ça, on est en février 2021. Donc, ça y est, ça se rapproche. Voilà. Et donc, entre-temps, j'apprends que j'ai une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. Donc, en résumé, sans rentrer dans le détail, c'est douleurs articulaires, musculaires, fatigue chronique et problèmes de sommeil. En tout cas, chez moi, c'est ça qui se ressent le plus. Donc, je passe du temps à faire mon dossier à la MDPH, à la Maison départementale des personnes handicapées, pour avoir reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, que j'ai désormais pour 3 ans. Voilà, oui, parce que c'est un dossier qu'il faut refaire régulièrement et refaire toute une batterie d'examens. Pour prouver en fait que t'es toujours malade. C'est ça.
Voilà. Donc, voilà. Les médecins qui m'ont examiné, qui ont fait le diagnostic, m'ont dit, de toute façon, oui, vous l'avez, la maladie. Hein, donc, voilà. Après, par rapport à d'autres personnes, je suis quand même capable de me débrouiller toute seule, je peux vivre toute seule, je peux travailler. Donc, j'ai obligation de travailler, même si j'ai cette reconnaissance. Donc, là, on est en avril 2021 quand je dépose le dossier. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, puisque j'ai pas pu aller jusqu'au bout de cette formation que je voulais faire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me relance encore dans une formation ou est-ce que je re-entreprends? Quel projet je prends? Alors, quel projet je n'ai pas fini de faire encore? Les Jolies Folies, là, voilà, en avril 2021, on est encore confiné. Donc, avril 2021, c'est encore compliqué, voilà. Et puis, je me suis dit, en fait, on vient de passer 1 an, on a tous fait des visios dans tous les sens. En perso, en pro, un peu n'importe comment. Et puis, on a plein d'outils faciles d'utilisation aujourd'hui. Et bien, en fait, mon prochain emploi.com, je peux aussi avoir un petit groupe comme ça sur Zoom et puis aider les personnes comme ça sans qu'elles soient à Nancy ou à Metz. Quoi. Voilà. Aider les personnes à trouver l'emploi qu'il leur faut, qu'elles soient donc déjà employées ou au chômage. Et en plus, je pense que c'est une période qui a quand même assez chamboulé les esprits. Et que donc beaucoup de personnes veulent redémarrer une nouvelle carrière. Oui, exactement. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, voilà, je veux vraiment accompagner les gens parce que c'est difficile. Je le dis tout le temps et je sais que les gens, des fois, me disent, non, mais attends, Lingo, elle dit des trucs. Non, c'est difficile de trouver un travail. Ouais. Ça prend du temps. Ça peut prendre 35 heures par semaine. Donc, il faut vraiment y consacrer du temps. Mais quand on prépare, ça marche. On dégage un truc qui fait que c'est plus facile. Et quand les gens voient que on fait des choses pour soi, et ils viennent nous aider. Oui, mais de toute façon, c'est toujours le yin et le yang. Quand on est triste et déprimé, on va pas réussir à décrocher un emploi. Alors que si on est un peu plus sûr de nous, si on est plus sûr de notre discours, de ce qu'on va, voilà. Mais tout le monde, moi, je sais que la période de chômage la plus longue et la plus difficile, c'est à la sortie de l'école, où tout le monde te dit, tu vas trouver du boulot en tant que graphiste, c'est open, et que, non, tu galères et tu sais pas comment faire. Tu sais pas qui contacter, tu sais pas, voilà. Et aujourd'hui, on a des outils qui peuvent nous le permettre, mais tout le monde ne sait pas les utiliser. Exactement. Faire un CV qui soit facile à lire, une lettre motivation qui tienne la route. Moi, je suis pas trop. Ce sont des outils que j'utilise, mais moi, je suis plus pour le contact. On revient encore un peu le lien avec l'événementiel, mais aller à la rencontre des gens, ce sont des choses que j'ai aussi apprises à faire, de contacter monsieur machin, madame truc, en me disant, voilà, je voudrais mieux connaître votre métier. Est-ce que potentiellement, vous pouvez m'accorder du temps? Aujourd'hui, c'est facile. Et puis, tout le monde ne va pas forcément répondre, mais l'année dernière, par exemple, pour trouver mon fameux contrat de professionnalisation, j'ai envoyé à peu près peut-être 200 demandes sur LinkedIn en me disant, voilà, je cherche un contrat de... tu as envoyé des demandes auprès de personnes que tu avais déjà en contact sur LinkedIn, c'est-à-dire que tu gardes un réseau toujours actif. Oui, alors je garde un réseau toujours actif et puis j'ai contacté des gens qui n'étaient pas forcément dans mon réseau. D'accord. J'ai contacté des entreprises qui potentiellement pouvaient avoir des postes pour moi. Donc, j'ai identifié les personnes. Tu sais, tu vas dans LinkedIn, tu fais une requête, tu mets par exemple marketing, Nancy, et puis personne actuellement en poste, et ça te met une liste de personnes. Donc, moi, j'ai fait bêtement préparer un message. Bonjour, j'aimerais pouvoir échanger avec vous pour savoir si je peux potentiellement intégrer votre entreprise dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. J'ai copie-colle à 200 personnes comme ça. Ça demande du temps. Alors, tu fais copier-coller, ça te prend une grosse demi-heure. Tu fais juste les 200 et si LinkedIn te bloque, tu attends le lendemain. Voilà, oui, c'est ça, parce que tu n'as pas le droit d'en faire autant, tu peux pas spammer. Il y a des logiciels qui le font, mais toi, tu n'as pas le droit. Moi, j'ai pas le droit. Des fois, on me dit, est-ce que vous êtes un robot? Non, je suis pas un robot. Je suis juste persévérante et je veux l'avoir. Eh bien, je veux mes réponses. J'ai eu 3 contacts de personnes qui m'ont dit, oui, je veux bien discuter avec vous. Voilà mon numéro de téléphone. Quand est-ce qu'on peut échanger? Et parmi ces 3 contacts, il y en a 2 qui n'ont pas pu se faire parce que finalement, les entreprises ont pris des personnes beaucoup plus jeunes que moi. Moins cher. Et puis, tu peux le dire. Voilà. Oui, aussi. Et puis, il y a une entreprise qui m'a dit, écoutez, c'est dommage, parce que j'ai parlé avec la personne que j'ai demandé en contact, j'ai parlé avec la personne responsable RH, et je devais, en 3e étape, discuter avec le directeur. Je me suis arrêtée, donc, au bout de 2,
simplement parce que là, je parlais pas allemand. Donc, j'ai pas pu aller plus loin parce qu'il fallait parler français, anglais, ça ok, mais allemand aussi. Et bon, comme j'habite à Nancy, l'Allemagne, c'est pas très loin. Et c'est une langue, voilà, je totalement oublié de parler et de la comprendre. Donc, c'était pas possible de dire en quelques semaines, je vais me perfectionner. Donc, j'ai pas pu aller jusqu'au bout à cause de ça, mais du coup, ça marche en fait. Le fait de pouvoir comme ça aller demander directement. Voilà. On a peur souvent de demander des choses aux gens. Alors déjà, demander de l'aide, c'est pour certains, c'est une montagne à gravir. Et demander, rien qu'en rendez-vous, rien que de parler à quelqu'un, c'est pas compliqué. La personne en face, soit elle peut, soit elle peut pas. C'est tout simplement ça. Donc, faut vraiment, il n'y a pas d'hésitation à avoir, c'est y aller et puis on verra. Exactement. Et puis quand tu le fais dans LinkedIn te propose une liste de marketing à Nancy à peut-être au moins 2000 personnes. Oui. Donc tout le monde ne va pas se souvenir que tu as fait la demande. Si déjà au bout de 200, tu as 2-3 contacts qui ont un vrai besoin, un vrai poste, et là, ils te répondent, c'est déjà bien. Peut-être que ça ne marchera pas, mais si les 200 premiers, ça ne marche pas, bah, tu fais les 200 suivants, etc. Mais donc, moi, je suis plus contact direct comme ça que CV, lettre de motivation. Bah, disons que CV, moi, en tant qu'entreprise, je reçois des CV et des lettres de motivation, mais derrière, j'ai pas de contact. Donc moi, je garde le CV et la lettre de motivation, je les mets de côté, et si la personne est vraiment intéressée, elle m'appelle. Mais balancer des CV là comme ça, ça sert à rien. Alors c'est vrai qu'il faut combiner les deux, mais moi dans la prise de contact, c'est plus l'oral. C'est là où moi, je me sens le plus à l'aise. Donc, après, il y a des gens qui écrivent des lettres de motivation qui sont très claires, très attractives, très persuasives. Voilà, moi c'est juste pas mon truc, mais les deux peuvent très bien aller ensemble. Après, et on est toujours aussi sur la recherche et la demande. C'est-à-dire que balancer des CV comme ça, si derrière il n'y a pas de demande, voilà, c'est toujours le même système. Hein. On travaille quand on propose son travail, on le propose par rapport à un besoin et non pas par rapport à ce que nous on aimerait faire. C'est pour ça que quand on prend des contacts comme je l'ai fait, il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de gens qui m'ont pas répondu. Il y a des gens qui m'ont répondu en disant « Je suis désolée, on a déjà quelqu'un de pris pour la prochaine rentrée ou on n'a pas de besoin en ce moment. » Et en fait, en l'espace de quelques secondes, enfin en tout cas le temps de la réponse de la personne, ben là, on sait que c'est pas possible. On n'est pas là à s'angoisser derrière son téléphone en disant « Je veux absolument avoir la notification qui dit que j'ai un entretien ». Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de poste, il n'y a pas la place, il n'y a pas le poste. Donc du coup, bah, ça libère aussi, on se dit, bah, je vais tenter autre chose. Et du coup, là, au mois de février, mars, avril, on est en avril, là, tu te dis, donc j'avais 3 sociétés, il y en a une, bon, l'événementiel, c'est mort, hein. Là, pour l'instant, je pense qu'on en a encore pour un petit moment, même si ça redémarre un petit peu. Et donc, tu relances une deuxième société. Donc, oui, en fait, donc, du coup, mon prochain emploi.com, je l'avais déjà en 2017. Ouais, mais il existait ou il stagnait ou... Alors en fait, j'ai pas créé de société en tant que telle. J'avais des activités hébergées dans ce qu'on appelle une coopérative d'activité et d'emploi. Donc comme des couveuses d'entreprise, en fait, sur des structures dans lesquelles tu peux t'inscrire. Donc si ton dossier est accepté, tu peux utiliser leur numéro de SIRET, faire des devis et facturer, créer ton activité, tester ton activité. Comme n'importe quelle société, sans aucun sans frais. prendre le risque de créer la société. Voilà. Tu n'engages pas toutes les démarches administratives, payantes et tout, tu testes. C'est ça. Et donc, quand j'étais en CDD, entre 2017 et aujourd'hui, il y a eu des périodes de CDD, je l'ai mis en pause, en fait. Ouais. Mais tu étais toujours inscrite à la coopérative? Oui, j'étais toujours inscrite à la coopérative. Et donc là, on est effectivement en avril dernier. Et là, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais Et dans la réflexion, bon, événementielle, on a dit. Hein, c'est un peu, voilà, c'est pas pour tout de suite. Voilà, la couture, je ne voyais pas faire ça, me lancer dans un truc là, pour l'instant, aujourd'hui. Je pense que j'ai pas tout ce qu'il faut pour relancer ça, donc ça me paraissait compliqué. Et finalement, mon prochain emploi.com, je me suis dit, ben, un ordinateur, un endroit au calme pour travailler et mettre en application ce que j'ai appris en termes des réseaux sociaux, etc. Voilà, ça, je peux relancer. Et aux fêtes de fin d'année, là, 2020-2021, là,
je me suis retrouvée en congé. Je m'ennuyais parce qu'on était toujours confinés, on ne pouvait pas bouger, etc. Du coup, je me suis mise à écouter des podcasts. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire un podcast pour mon prochain emploi. Et je me suis dit, ben voilà, je vais inviter aussi des personnes à parler de leur parcours. Si ce sont des personnes entrepreneurs, et ben les inviter à parler de comment elles recrutent, comment elles font ceci, etc. dans le monde de l'entreprise. Et du coup, j'ai lancé moi aussi mon podcast dans ce cadre-là. Voilà, et je donc, mettrai tous les liens voilà. dans le descriptif. Exactement. Pour répondre à ta question, donc sur les 3 idées d'activité de 2017, j'en garde aujourd'hui qu'une seule, et c'est la recherche d'emploi. La recherche, aider les gens à trouver un emploi. Voilà. Et je me suis nichée dans le sens où je veux accompagner des femmes à trouver du travail, parce que parfois on n'ose pas, parfois on a peur, on a le syndrome de l'imposteur, et puis parfois on est maman, on a des problèmes de santé, comme moi c'est le cas, donc on a plein d'autres choses à réfléchir. Et je me dis que accompagner ces personnes-là pour que ça aille plus vite et mieux, sans que ça perturbe tout le reste, ça serait quand même une bonne chose parce que je sais ce que je peux leur apporter. J'ai vécu ce genre de période de chômage, j'en ai vécu peut-être 7 ou 8 déjà, voilà, en 20 et quelques années. Je sais que c'est dur, je sais que voilà, en parler aux gens autour de soi, qui viennent me dire quand est-ce que tu trouves du travail. Au début, on est surmotivé, puis au fur et à mesure des réponses négatives, ça commence à être difficile. Et donc, le but, c'est de garder toujours le dynamisme, de savoir comment on en parle et d'être toujours au top de sa forme, en fait. Et toi, et puis oui. Non, j'allais parler organisation maintenant. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pour ça qu'il faut s'organiser parce que, entre autres, dans l'organisation, on va pas envoyer des demandes à n'importe qui. Enfin, on va pas demander à l'entreprise de 50 personnes à côté, par exemple, je sais pas, dans l'hôtellerie, si c'est une franchise où ils ont au niveau national des personnes qui font déjà la communication, ils n'ont pas forcément besoin de quelqu'un localement. Donc, il faut aussi sélectionner ça. Et effectivement, l'organisation, c'est un point clé parce que c'est ce qui va permettre qu'on tienne sur la distance et que on n'ait pas l'impression qu'on est débordé, en fait. Alors déjà, vérifier l'entreprise, ensuite savoir si on a appelé, quand on a appelé, quand c'est qu'on a laissé un message, parce que ça peut arriver aussi de rappeler plusieurs fois la même entreprise en disant « j'ai déjà appelé, en fait ». Et voilà. Donc, toi, tu es adepte depuis un sacré bout de temps du Bujo, le bullet journal. Donc, oui. Que moi, je mets en application dans plein entre le numérique et le papier. Mais toi, tu as vraiment tout réuni sur un seul journal que tu promènes avec toi. Oui. Alors, effectivement, j'ai découvert le Bujo dans un blog. On est en 2017. Ouais. Donc, ça fait 5-6 ans déjà. Pas 2017, pardon. J'étais à Paris, ça doit faire au moins 7-8 ans, on va dire, que je pratique. Donc, le Bujo, effectivement, qui a été mis en place par Ryder Carroll. Mais moi, je l'utilise dans sa version basique. C'est-à-dire que moi, je fais pas un Bujo pour le montrer sur Instagram avec plein de dessins parce que c'est juste pas mon truc. C'est un vrai outil d'organisation. Et c'est ce qui me permet, en fait, de prendre des idées dans la tête, de le mettre dans un support qui est... Sortir ces idées de la tête, déposer les idées, parce que les idées, elles passent dans la tête de temps en temps. Fouf, on a eu une idée et elle disparaît aussitôt, alors que dès que tu as ton Bujo, pouf, tu notes. Exactement. Et au moins, tu as une trace de ton idée. Et ça, dans l'organisation, quand tu as une société, c'est génial. Pour te montrer quelques-unes des pages. Voilà. Alors, quand on parle de Bujo classique ou dans sa version primaire, c'est que c'est déjà quelque chose de très gros à faire régulièrement. C'est vrai qu'il y en a beaucoup sur Instagram qui passent leur temps à faire des petits jolis enluminures, des petits cadrés, machin et tout. Ouais, c'est joli. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utilisable? Je sais pas. Donc voilà, t'as fait quelque chose de plus carré, mais au moins que tu utilises tous les jours. Exactement. Donc, Ryder Carroll utilise un cahier, un stylo noir. Et moi, je fais presque pareil. Alors moi, j'ai acheté des petites couleurs. Moi, j'ai acheté un peu de couleurs. J'ai quelques couleurs aussi, mais vraiment très, très simples. Par exemple, tu vois, ici, quand je réfléchissais sur le podcast, j'ai écouté plusieurs... Voilà, là, on a un cahier. Donc, pour ceux qui écoutent la version et qui ne regardent pas sur YouTube, on a un cahier qui est noirci de tous les côtés, en fait. Là, c'est ça. Là, tu as écrit quoi sur les podcasts, ce que tu... Et en fait, j'ai noté là tout ce que les podcasteurs qui donnent des conseils sur les podcasts
données, en fait. Du coup, D'accord. ça me permet de compiler toutes les différentes actions qu'on peut faire sur le podcast. Donc là, j'ai 2 pages, effectivement. C'est que écrit en bleu. Et puis, je prends des notes au kilomètre, en fait. Voilà, des notes au Et ça kilomètre sur m'a... tout ce que les podcasteurs disent qu'il faut mettre dans un podcast. C'est ça. Et voilà. Donc, Et ça m'a permis, au moment où je réfléchis au mien, et comment est-ce que je vais faire, eh ben, je reprends. Alors là, il y a une liste du matériel, il y a les différents matériels proposés, le montage, comment il faut faire, la stratégie, comment il faut faire. Du coup, je reprends ces éléments-là, et puis après, je mets en application. Tu les appliques les uns après les autres et ça roule. Voilà. Exactement. Et tu as des organisations aussi. Le Bujo, ça permet d'organiser son année, son mois, sa semaine. Oui. Alors là, ce que je te montre, alors pour celles qui sont en audio. En audio seul, donc là, c'est le mois. Un double page. Voilà. Un double page sur le mois de juin qui est divisé en fait en 4 colonnes. Donc on a les 30 jours d'un côté et ensuite on a 4 colonnes. La première colonne donc parle. La première colonne c'est pour tout ce qui est monprochainemploi.com. Voilà. La deuxième colonne c'est tout ce qui est médical parce que comme j'ai dit tout à l'heure donc j'ai une maladie qui est la fibromyalgie qui m'a obligée à avoir des rendez-vous. Donc là j'en ai quand même 21 sur le mois de juin. Donc il ne faut pas que je les rate. Voilà. Ensuite j'ai une colonne qui s'appelle salariat. Donc, les différents rendez-vous que je peux avoir pour un futur travail salarié. Et là, j'ai une colonne qui s'appelle Autres, où je peux avoir les rendez-vous avec les copains, les séances de ciné et autres choses que j'ai envie de faire aussi. C'est un agenda, en fait. Alors, quand on a un agenda électronique, on a différentes couleurs. Toi, tu as fait 4 colonnes pour séparer donc ton travail d'entrepreneur, ton travail de recherche de salariat, parce que tu veux trouver encore travailler de 2 côtés à la fois, ta maladie qui te prend énormément de temps et tout ce qui est autre qui est organisé. Donc ça, c'est vraiment c'est pratique parce qu'on a, en ouvrant le cahier, on a tout son mois de juin, juillet, août qui est déjà sous les yeux. Exactement. Et en fait, je l'ai adapté, ce format-là de 4 colonnes de cette façon-là. Je l'ai adapté quand je me suis rendu compte que j'allais avoir beaucoup de rendez-vous médicaux sur le mois de juin. Je voulais pas les rater, en fait. Donc, c'était vraiment ça le plus important, de se dire, voilà, je regarde, je suis sur le premier lundi du mois de juin, et bien, hop, je vois tout de suite, j'ai rendez-vous à tel endroit, et donc, je sais qu'il faut que je me libère. Et du coup, j'ai pris l'habitude, par exemple, les jours où je vais chez le kiné, je prends pas de rendez-vous autre ce jour-là. Comme ça, je suis sûre que c'est que le kiné. La ligne est toute vierge. Et voilà. Et tu disais, donc j'ai rajouté une colonne, c'est-à-dire que le Bujo, on le commence d'une certaine manière, et au fur et à mesure, en fait, qu'on le remplit, on s'aperçoit qu'il nous manque des pages, qu'il nous manque des colonnes, qu'on a besoin de rajouter certains éléments, et on se personnalise son Bujo. Donc c'est vrai que quand on commence et qu'on regarde sur Internet, on a des Bujos ultra complexes, avec plein de choses, machin, des priorités, des bidules, des chouettes. Est-ce que j'ai assez bu dans la journée ? Oui. Est-ce que c'est... Voilà, après, c'est suivant chacun. Il faut tester le Bujo. Et donc, effectivement, si on reprend, comme ça fait 7-8 ans que je pratique, si on reprend les premiers Bujos que j'ai faits, ils sont totalement différents de ce que je fais aujourd'hui parce que je n'ai plus le même rythme de vie, je fais pas les mêmes occupations dans la journée ou la semaine, donc c'est sûr qu'on ne retrouverait pas la même chose. Et là, par exemple, une autre double page que j'ai qui peut aussi voilà, donc là, c'est être très simple. Ouais. Donc d'un côté... Voilà. Là, c'est par rapport au podcast. Donc, je veux savoir qu'est-ce que j'enregistre quand. Donc, sur la page de gauche, j'ai divisé en fait en plusieurs cases avec chaque mois. Un mois, une case égale un mois, ouais. Voilà, exactement. Une case égale un mois. Et là, par exemple, le mois de juillet, on voit qu'il y a 4 lignes qui sont remplies avec le jour, donc la date, l'heure et le nom de la personne avec laquelle je vais enregistrer le podcast. Voilà. Et tu as des petits post-it en bas, des scotch. Voilà, des scotch post-it en bas pour le nom des personnes que je vais enregistrer, mais pour lesquelles il n'y a pas encore de date de fixée. Et en face, donc avec les mêmes types de cases, j'ai la diffusion des podcasts avec le nom des personnes que je prévois de diffuser, qui me permet en fait de ne pas avoir 2 épisodes, par exemple, traitant du même sujet. Voilà. Je peux comme ça les décaler plus facilement et je vois très facilement. C'est ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut créer d'un côté sur une journée et diffuser sur plusieurs jours. Donc c'est ça qui est intéressant, et le Bujo te permet donc en ouvrant juste la double page de savoir ce que tu as enregistré et quand c'est que tu vas les diffuser.
Exactement. Là, en fait, en un coup d'œil, je sais où est-ce que j'en suis. Si je manque d'épisodes, eh bien voilà, je vais pouvoir aller chercher d'autres invités. Là, par exemple, pour l'instant, j'ai mis en pause la demande d'invités parce que j'ai plusieurs épisodes à monter. Donc, j'ai voilà, j'attends un petit peu et puis après, je relancerai à la rentrée. Voilà, fin août, début septembre, je me remettrai. Voilà, ça te permet de voir aussi ce qui va se passer plus tard et de ne pas courir après le temps pour remplir les choses en disant oh là là, j'ai un épisode à faire. Exactement. je ne l'ai jamais fait, jamais. Moi, c'est un truc que j'aime pas faire à ce qu'on dit à l'arrache, ou se dépêcher de faire les choses parce que je trouve ça désagréable et puis on fait pas bien, puis on n'est pas satisfait. Alors, du coup, c'est pas bien. Et le budget permet vraiment de faire ça beaucoup plus facilement. En tout cas, de dire voilà, je planifie, je sais quand et comment je dois faire les choses. Et voilà, l'idée c'est d'avoir le budget ouvert sur le bureau. Sur le bureau, de voir sa semaine, voilà, faire sa journée ou sa semaine et puis pouvoir anticiper en fait. Ouais. Tout à l'heure, je disais que j'avais fait un salariat en ayant été pas forcément en ayant des déplacements professionnels de façon régulière. Oui, voilà, quand on en parlait par exemple, tout à l'heure, pareil, j'avais adapté des doubles pages dans lesquelles je mettais une colonne spéciale quand j'avais donc des rendez-vous, enfin des réunions qui m'obligeaient à partir tôt de chez moi, genre à 6h50 au lieu de 8h30. Faut pas que je me loupe, ouais, faut que je parte plus tôt, parce que je suis pas au même endroit que d'habitude, ou alors je finissais plus tard, ou alors que j'avais besoin de louer une voiture. Donc j'avais une colonne spéciale pour ça qui me permettait de savoir est-ce que je dors ici à Nancy ou chez quelqu'un à Metz, parce que c'est plus pratique de partir de Metz pour ma réunion du lendemain. Donc vraiment, à chaque période de ma vie, j'adapte pour que ce soit le plus efficace pour moi. C'était bien parce que du coup, tu posais ton cerveau dans ce bugeot et tu n'es pas le soir à te dire « Ouh là là, mais qu'est-ce que je fais au fait ? Est-ce que je dors à Metz ? Est-ce que je dors à Nancy ? Comment je fais ? Comment je m'organise ?» Là, voilà, c'était fait. Et en fait, moi, je dis toujours, plus c'est organisé, plus on peut être désorganisé. Je suis contente de trouver quelqu'un qui soit d'accord avec moi. Parce que quand tout est carré, eh ben, s'il y a un petit pépin, c'est pas grave, on peut déplacer les cases et ça marche. Alors que si on est désorganisé et qu'il y a quelque chose qui nous tombe dessus, bah, le pépin, il va faire un gros caillou dans la chaussure et ça va être impossible de faire quelque chose. Donc voilà, donc l'organisation, c'est quand même une base et toujours différencier aussi la création de la diffusion. Que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour le podcast, pour plein de choses. On organise un atelier, et ben l'atelier, on va pas faire la pub 2 minutes avant, quoi. On organise un atelier, on va faire quelque chose plus en avant. Comment ça se passe? Et là, sur les réseaux sociaux, je suis en train aussi de me dire, bon, bah, là, faut que je me bloque, genre 3 heures, par exemple, et puis je crée tous les posts, je prépare tous mes visuels, tous les textes. Et après, je planifie la diffusion facilement. Et après, il y a juste à réagir quand les gens commentent ou like ou des choses comme ça sur le post qu'on a fait. Voilà. Au moins, déjà, tout ce qui est dans la tête, c'est déjà sorti. J'ai une formation, c'est comment programmer un mois de post sur Facebook en 2 heures par mois. Voilà, elle est gratuite, elle est sur mon site. Comment planifier, voilà, un mois de post sur Facebook en 2 heures. Mais on le sait, quoi, c'est hyper facile. Et on sait aujourd'hui que sur Instagram, ce qui marche le mieux, c'est 7 posts par semaine. Sur Facebook, faut être très réactif aussi. Sur LinkedIn, un peu moins. Mais il faut être présent. Et les réseaux sociaux, c'est de la longue haleine. Ce n'est pas parce qu'on va publier pendant 3 semaines, on va publier 7 posts que ça va marcher. C'est parce qu'on va le faire régulièrement, tous les mois, qu'on va engager la conversation avec les gens, que les gens vont engager la conversation avec nous et qu'on va répondre. On n'est pas non plus stressé au point de devoir répondre. Toi, tu disais, on publie tout et quelqu'un nous sollicite, on va y répondre. Mais on n'est pas obligé de répondre dans la minute. Non. On peut, moi j'aime bien, le téléphone, maintenant je le mets carrément ailleurs que dans mon bureau. Et à un moment, je prends une pause, je prends mon téléphone et je réponds aux gens. Ça, c'est... voilà. Si c'est une habitude aussi qu'on peut donner aux gens, Alors, je suis encore pas bien rodée dans cette procédure-là de dire je me bloque une demi-heure, 2 ou 3 fois dans la journée, et puis là, du coup, je vais répondre, participer, répondre à tout le monde, etc. Mais effectivement, quand on est aussi dans le bureau en termes d'organisation, on peut se bloquer. Voilà, il y a
une demi-heure tous les jours Oui, parce que dédiée à ça. là, le Bujo, tu nous as montré le mois et l'année, mais c'est vrai qu'on a aussi la semaine et le jour. On peut se faire un Bujo pour le jour. Comment va se passer ta journée? Comme on a un agenda, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, à telle heure, j'aimerais avoir fini ça. Je bloque parce que j'ai ça, et ainsi de suite. Et on le fait pour la semaine, donc pour le jour, la semaine, le mois, l'année. Bien sûr, il y a des choses qui changent au cours de l'année, mais le Bujo, il est fait pour être évolutif. Et surtout, moi, ce que je dis toujours, c'est que on prend son cerveau, on le pose dans son Bujo et on s'en débarrasse. Exactement. La charge mentale, on dit la charge mentale, ça a pris une place énorme. Mais non, il y a moyen d'éliminer une bonne partie de la charge mentale. Alors, je suis d'accord avec toi avec ça pour deux raisons. La première, c'est qu'une fois qu'on a posé des choses qu'on a réfléchies dans son cahier, on se libère de l'espace pour réfléchir à d'autres choses. Aussi, ouais. Voilà. Et puis, deuxièmement, quand on peut, en fait, être organisé et bien planifier les choses, on est beaucoup plus efficace. Un des petits trucs aussi qu'on peut faire sur l'organisation, c'est se fixer 3 objectifs par jour qu'on doit absolument faire ce jour-là. Et ça, c'est une journée réussie. Voilà. Et puis moi, ce que je fais aussi, c'est que je me bloque, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal quand j'étais dans mon premier travail à savoir comment je vais m'organiser parce que je travaillais avec des gens qui n'étaient pas organisés. Alors, comme c'est mon apprentissage, il a fallu que j'aille lire des livres et tester par moi-même. Et ce que j'ai trouvé d'efficace quand je travaillais en entreprise, c'est de dire, dès que j'arrive, je regarde tous les mails, je programme ceux auxquels il faut que je réponde, ceux que je vais faire plus tard et ceux que je dois déléguer à quelqu'un d'autre ou transmettre à quelqu'un d'autre. Je me prends genre une demi-heure pour ça le matin et en début d'après-midi. Et puis aussi, je me bloque un moment quand j'ai des personnes à appeler sur mon Bujo ou même sur un post-it. Je dois appeler Monsieur Dupont à tel numéro pour telle raison, Madame Durand à tel numéro pour telle raison. Et puis, je me bloque genre une demi-heure, 3/4 d'heure, que ça. Je passe tous mes coups de fil. Ils répondent, c'est bien, on traite la question. Ils répondent pas, je laisse le message, ils rappellent plus tard. Mais tous les appels sont faits en même temps. On est dans la même énergie. Et puis, on apprend aussi aux gens à dire, j'appelle de façon efficace. Voilà, de façon efficace. C'est-à-dire qu'on met à peu près, certaines personnes mettent entre 10 et 20 minutes à changer de tâche. Donc, quand tu es dans tes coups de fil, tu fais tous tes coups de fil, tu tombes tous tes coups de fil, boum, 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 c'est bon, c'est fait. Et les prochains coups de fil, tu vas pas attendre. Voilà. Moi, je sais que aujourd'hui, je ne réponds plus au portable. Je dis, envoyez-moi un message et je vous rappelle. Et je fixe sur mon agenda les moments de rappel. Je suis encore plus terrible que toi pour les mails, c'est-à-dire que je les regarde pas, je les regarde à midi. Le matin, je regarde. Je me dis qu'il y a rien d'urgent. Si les gens si c'est urgent, ça serait sur mon téléphone, les gens appellent, je vois le message. Ok, peut-être qu'il y a une urgence, mais sinon rien n'est urgent. Et je les vois à midi et voilà. Ce qui fait que le matin, j'ai le cerveau complètement libre pour passer à de la création pure, de la réflexion pure. T'as le cerveau qui est tout neuf, tout prêt, qui est un peu embrumé encore, mais bon, t'as des petites techniques comme ça pour te réveiller. Et comme la veille, moi, j'ai noté ce que j'allais faire le lendemain matin, ça déroule. Ça déroule. Exactement. Et c'est génial parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver au bureau en disant qu'est-ce que je fais. Dans mes petites habitudes, dans les habitudes que j'ai réussi à mettre en place, effectivement, regarder les mails, travailler sur un dossier 1h30, 2 heures, faire le tour des bureaux. Parce que moi, je fais de la communication, je voulais savoir ce qui se passait sur les différents dossiers, pas pour être curieuse, mais pour comprendre ce qui se passait dans l'entreprise. Ça fait partie de la sociabilisation aussi, on a besoin de faire le tour, Exactement. De discuter, de prendre le temps. Et puis après, je termine des petites choses qui peuvent prendre des temps beaucoup plus courts, discuter avec les membres de mon équipe quand j'en avais, on déjeune et on reprend un peu la même chose derrière. Du coup, j'avais forcément du temps où j'étais sur des gros dossiers, réflexion totale, comme tu disais, puis des choses... J'ai toujours des petits trucs, il faut les faire, on n'aime pas, mais il faut les faire. Voilà. Et du coup, tout était traité. Et puis, je pouvais partir en fin de journée. Hop, c'est bon. Puis après, je pouvais planifier la journée suivante. Voilà, c'est Eat the Frog. C'est-à-dire, tu commences ta journée vraiment en avalant le crapaud, en faisant la chose qui t'emmerde le plus. Ou le plus gros dossier. Celui que tu vas traîner comme un boulet. Et justement, la charge mentale, c'est ça. C'est que si ce dossier-là, tu l'as pas posé, tu vas le traîner toute la journée dans ta tête. Donc, autant t'en débarrasser tout de suite. Tout de suite, tu agis. Et tu peux passer à autre chose. Et après, oui, il y a plein de petits boulots à droite, à gauche, répondre à machin, refaire ceci, tout ça. Non, voilà, mais tout ça, c'est de l'organisation. Et donc, c'est de l'organisation. Voilà. Et donc, côté organisation, pour revenir, donc là, tu vas recommencer un boulot en tant que salarié.
tout en gardant ton site web et ton podcast pour accompagner les gens à trouver un nouveau boulot. Exactement. Donc l'année dernière, j'avais fait cette recherche donc en demandant des contacts directement sur LinkedIn, et j'ai aussi diffusé sur LinkedIn mon CV comme beaucoup le font, un peu façon bouteille à la mer, tout simplement parce que j'ai à peu près 2000 contacts sur LinkedIn. Donc je balance le truc, et dans le lot des personnes qui voient, il y a une personne qui repère effectivement que je cherche un travail. On a discuté, et puis ça s'est pas fait parce que je suis partie dans l'entreprise qui finalement m'a pris en contrat pro. Et puis quand j'ai quitté cette entreprise, j'ai appelé cette personne avec qui j'avais déjà discuté en disant voilà, je suis à nouveau libre. Donc normalement, on devrait pouvoir signer prochainement un contrat que j'ai négocié à 4/5 parce que je voulais garder un projet à côté. Et la personne, l'employeur avec qui je suis en contact, m'a dit oui, effectivement, voilà, pas de problème si tu prends 1 jour par semaine pour ça. D'accord. C'est un entrepreneur, il comprend l'envie de faire les choses. Il comprend l'envie d'entreprendre normalement. Il sait que ça te démange. Voilà. Quel serait maintenant, dans 3-4 ans, comment tu te vois idéalement en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié? Alors, moi, j'aimerais bien pouvoir continuer à être salarié. Alors, peut-être sur un 3/5. Et tu réduirais ton temps de salariat? Voilà, réduire un peu le temps de salariat. Avoir suffisamment développé mon prochain emploi.com pour avoir la partie opérationnelle avec d'autres personnes. Donc, avoir une petite équipe, même si ce sont des freelances. Et puis, peut-être que dans les projets que j'ai écrits pendant le confinement, en sortir du chapeau parce que ça sera 3-4 fois dans l'année et que ça sera aussi possible de les mettre en place. Et puis, on a parlé des Jolies Folies. Peut-être que s'il y a des événements, il y aura peut-être des prestations que je peux faire sur un temps beaucoup plus court qu'un événement. Préparer un séminaire, par exemple, ça s'étale souvent sur plusieurs semaines. Je ne pourrais pas le faire, mais animer un débat, une soirée, une remise de prix, des choses comme ça, je peux le préparer en amont et puis être présente le jour J. Ça, je peux aussi le faire. Donc, quand on est bien organisé, on peut faire plusieurs choses à la fois. C'est ça. Tout ça en gérant ma maladie, puisque comme tu as vu... Voilà, il y a ça aussi. Mais là, par exemple, pour parler encore organisation, j'ai donc au moins 3 séances de kiné par semaine. Je les prends toujours le même jour et toujours à la même heure. Et l'autre jour, la secrétaire me propose un jour totalement différent. Je dis, non, en fait. Oui. Pour que ce soit plus facile, que ça rentre dans mes habitudes, même jour, même heure, 3 fois par semaine, à des horaires qui tiennent compte que je travaille. Donc, quand je vais travailler, être salarié, si je prends un rendez-vous à 18h, je serai déjà plus au boulot. Donc, je pourrais aller à ma séance de kiné tranquille. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver... Toujours les mêmes créneaux, les mêmes... voilà. L'habitude, c'est vrai que c'est l'habitude, en fait, qui va forger. C'est-à-dire qu'on peut apprendre beaucoup de choses, mais plus on a d'habitude, en fait, plus ça va être facile à mettre en place. Oui. Voilà. Oui. Eh ben, merci beaucoup Laingo pour merci à toi. Cet enthousiasme, parce que du coup, tu te lances dans plein de projets à la fois. Oui. C'est génial. Et tu n'as pas abandonné l'idée d'être entrepreneur. Non. Non, ça a pris du temps, mais l'idée est là. Et vraiment, aujourd'hui, je me dis que c'est juste une question de statut, en fait. C'est juridiquement le lien que tu as avec le client, le potentiel employeur. C'est juste ça qui change, mais au final, tu t'investis autant. Voilà. Le côté commercial est parti, t'as quitté un petit peu. C'est ça. Voilà, il n'y a pas que ça. C'est surtout de se dire, aujourd'hui, il y a moyen de se faire connaître de façon différente que de faire du démarchage pur téléphonique. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu es visible, les gens peuvent venir à ton contact. Tu peux te faire recommander par des gens qui sont aussi entrepreneurs. C'est beaucoup plus facile que de dire je dois passer 50 coups de fil pour aller décrocher un rendez-vous chez un potentiel client. Voilà, 50 coups de fil où tu te fais raccrocher au nez. C'est ça. Du coup, ça allège effectivement la pression. Et voilà, je me dis en tant que salarié aussi, je m'investis pour que l'entreprise dans laquelle je suis marche et continue à me donner un salaire pour le travail que je fais. Donc, effectivement, la posture a changé et je suis plus à l'aise dans cette posture de dirigeante aujourd'hui que je l'ai été en 2003. Il fallait du temps pour que ça mûrisse. Oui. Voilà. Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Merci. Et j'espère que d'ici quelques années, on se recroisera pour que tu nous dises exactement où tu en es. Quels ont été les rebondissements encore de tout ce que tu as fait. Merci beaucoup en tout cas de ton accueil et puis au plaisir de te revoir. Merci à toi.